l'abbé Guillaume Antoine et Martin Hervé de Beaulieu de m'avoir convié à participer à cet événement, à m'offrir cette magnifique opportunité de vous parler un peu du groupe de Saint-Luc dans le cadre de cette conférence. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir voir ce groupe de Saint-Luc, ce sujet très spécifiquement suisse, arriver ici en Normandie, bien loin de son cadre d'origine, et de pouvoir le faire connaître internationalement. Donc c'est vraiment merci à vous pour cette magnifique initiative. C'est très émouvant aussi de voir ces œuvres, pour certaines que je n'avais jamais vues d'aussi près, comme le retable des Chargences qui se trouve actuellement dans l'église. Vous aurez l'occasion d'aller pouvoir admirer cette broderie de très près. Donc c'est vraiment une énorme chance. Donc encore merci pour cette magnifique initiative. Et puis donc maintenant on va passer ce temps de conférence pour que vous ayez des éléments, des informations historiques, des informations de contexte sur cette histoire. Vous verrez, c'est vraiment un phénomène culturel plus qu'un groupe artistique. Ça va vraiment chercher dans toutes sortes de contextes, de branches. C'est extrêmement vaste et varié. Alors cette conférence va être organisée en 2 temps. Donc la première, c'est vraiment pour vous donner des éléments de contexte, comprendre un peu l'histoire de ce groupe, ce qu'ils étaient, ce qu'ils proposaient. Et puis dans un second temps, on va plutôt parler spécifiquement des arts verriers, parce que là je viens dans le cadre de mon travail qui est le Vitrocentre Romont. Donc c'est le centre de recherche sur le vitrail et les arts du verre, qui se trouve donc dans la ville de Romont, et on collabore, on est partenaire avec le Vitromusée, qui est le musée suisse du vitrail, qui a été cofondé par un héritier du groupe de Saint-Luc, justement. Donc à Romont, il y a vraiment cette histoire du groupe de Saint-Luc qui est extrêmement importante et qui a vraiment donné lieu à ce musée du vitrail et à ce centre de recherche dans lequel je travaille. Donc sans plus tarder, je vous explique un petit peu finalement comment ce sujet a été traité, une petite historiographie rapide du sujet. Donc il faut savoir que le groupe de Saint-Luc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un phénomène qui démarre en 1919 de manière officielle et qui en fait se poursuit jusqu'à nos jours à travers ce qu'on appelle la Société Saint-Luc ou la Saint-Lukas-Gesellschaft. Donc c'est vraiment une société centenaire qui a fêté son centenaire l'année dernière. Je vous expliquerai. L'histoire est un peu compliquée, on va y revenir calmement après. Mais du coup c'est une société centenaire. Une société qui a surtout été connue dans sa partie romande. La partie alémanique est bien moins connue, encore une fois je vous expliquerai tout ça après. Et en fait, la partie romande donc, va petit à petit cesser ses activités vers 1945-1950. Et en fait, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce phénomène artistique est un peu dévalué. On les considère un peu comme des fossoyeurs du patrimoine, dans le canton de Fribourg notamment, où justement le groupe de Saint-Luc a fortement intervenu. On a beaucoup d'églises qui ont été très fortement remaniées par ce groupe, et en fait le groupe de Saint-Luc à la fois tombe un peu dans l'oubli, et puis on les considère justement un peu d'un mauvais œil. Et il faut attendre les années 80-90 pour que le service des biens culturels du canton de Fribourg, avec la collaboration d'un historien de l'art du nom de Patrick Ruda, se réintéresse au sujet, comprenne à quel point il est vraiment, comme je vous le disais, d'une ampleur incroyable, et fasse des études très, très poussées et très pointues sur différents cycles, différentes églises, différents édifices dans lesquels ce groupe de Saint-Luc est intervenu. Donc ça a donné lieu à la plaquette que vous voyez en haut à gauche, qui accompagnait en fait une exposition qui avait eu lieu en 1995. Il faut que je prononce les chiffres à la française, excusez-moi. Chez nous on dit 95. Donc excusez-moi si je bute un petit peu sur les dates. Donc ça a donné lieu à ce premier catalogue suite à l'exposition au musée de Charmey. Et puis après, Patrick Ruda, en 98, fait cet ouvrage Carouge, foyer d'art sacré, qui revient aussi sur le phénomène plutôt dans le cadre de la ville de Carouge.
donc dans le canton de Genève. Donc là, on commence vraiment à avoir un intérêt, un regain d'intérêt pour ce phénomène. Et puis, il y a eu alors de nombreux historiens et historiennes de l'art qui se sont réintéressés à ça suite à ces travaux. Aloïs Lauper, notamment dans le service des biens culturels du canton de Fribourg, qui a énormément travaillé sur ce thème. Et puis, il y a eu aussi en France Isabelle Saint-Martin, donc, qui a fait, comme vous le savez, un ouvrage très important sur la question de l'art religieux du XXe siècle, enfin, du XIXe au XXIe siècle, et qui a lancé avec Fabienne Stahl un fantastique colloque qui a eu lieu en 2019 sur les ateliers d'art sacré. Et dans ce colloque, on interrogeait, au-delà des ateliers d'art sacré, d'autres sociétés artistiques européennes, et notamment le groupe de Saint-Luc, parce qu'il y a énormément de liens entre ces deux sociétés artistiques. Et donc, ça a donné lieu à ce collectif, paru en 2023, qui justement retrace ces liens entre groupe de Saint-Luc et atelier d'art sacré notamment. Hein. Et puis, je vous le disais, donc, la société Saint-Luc, St. Lukas Gesellschaft dans sa version alémanique, a fêté donc, l'année passée ses 100 ans, et donc ça a donné lieu à ce Jahrbuch, cette revue annuelle qui célèbre justement ces 100 ans. Donc eux ont fait tout un programme autour du groupe de Saint-Luc avec des visites guidées, des mises en valeur, des conférences pour célébrer ce centenaire. Et puis nous, justement, au Vitre Centre Romont, on a mené une étude depuis 2019 sur les arts verriers du groupe de Saint-Luc. Donc vous aurez quelques résultats de cette étude dans la deuxième partie de cette conférence. Et dans ce cadre, on s'est concentré sur un corpus défini d'édifices, parce que, comme vous allez le voir, c'est un corpus qui est très difficile à cerner, en fait, le groupe de Saint-Luc, parce que c'est extrêmement vaste. Donc nous, on s'est focalisé sur plusieurs églises de Suisse romande, et puis on a été donc, étudier les archives de ces églises, l'ensemble du patrimoine verrier, et on a fait des fiches d'inventaire, et également une publication dont je vais vous montrer tout à l'heure. Donc les archives, évidemment, ça c'était notre matériel principal, donc c'est une documentation absolument incroyable. Hein. Donc vous imaginez dans chaque paroisse toutes ces archives. Il y a aussi les archives de la Société Saint-Luc qui se trouve à Lucerne, les archives évidemment personnelles des artistes, les archives de l'évêché, les archives du vicariat à Genève. Enfin, c'est vraiment monumental. Donc évidemment, on n'a absolument pas pu traiter toutes ces archives, mais disons qu'on a pu largement plonger dans ce matériel extraordinaire pour sourcer nos recherches. Et là, je vous montre donc notre plateforme, notre base de données en ligne qui s'appelle VitreSearch et qui permet justement de documenter, en fait, d'avoir ces notices accessibles en ligne gratuitement à toutes et à tous. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est quelques œuvres liées à l'église Saint-Paul de Colonie dans le canton de Genève, une œuvre antérieure à la création officielle du groupe de Saint-Luc, mais qui peut se rattacher à son action malgré tout. Et vous voyez que quand on clique sur n'importe laquelle de ces œuvres, on a des notices comme celle-ci avec une image professionnelle et puis, si vous déroulez, un historique complet. Enfin, voilà. Et tout ça est basé sur, comme je vous le disais, ces recherches d'archives. Et puis donc voilà les publications que nous avons pu produire à la suite de ce projet. Donc celle de gauche qui concerne spécifiquement le vitrail, les arts du verre. Et puis celle de droite qui est la réalisation de ma thèse de doctorat achevée en 2022 à l'Université de Lausanne et que nous avons fait sortir justement pour le centenaire en 2024 l'année passée. Et ces deux ouvrages sont disponibles gratuitement en PDF sur le site de l'éditeur De Gruyter si ça vous intéresse. Et voilà donc l'exposition que nous avons ouverte l'année dernière, donc du 26 octobre 2024 au 21 avril de cette année. Qui a connu vraiment un joli succès et c'était vraiment une belle occasion aussi de réunir un peu, je vous disais, c'est un groupe qui était cher au cœur des Remontois et des Remontoises et on a pu, dans le cadre du projet de la thèse, rencontrer énormément de descendants d'artistes, de personnes qui avaient encore un lien émotionnel avec ces acteurs du groupe de Saint-Luc et en fait ils étaient très nombreux à être présents lors du vernissage et c'était vraiment un moment
assez beau, parce qu'on avait toutes ces personnalités qui avaient un lien vivant avec ce groupe. Alors maintenant, je vais un petit peu vous donner des éléments historiques pour mieux cerner ce que c'est que ce groupe de Saint-Luc, comme on l'appelle, parce que c'est une histoire qui est quand même assez complexe, donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir sous les yeux une forme de graphique qui nous permet de mieux comprendre. Donc, il faut savoir que l'histoire de ce qu'on appelle le groupe de Saint-Luc se découpe en 3 parties principales. Donc tout d'abord, il y a une première mouture, comme on peut dire ça comme ça, qui est le groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, qui est fondé en 1919 par Alexandre Saint-Gria, qui va être vraiment le pilier de cette action romande, dans son expression romande. Alexandre Saint-Gria et Marcel Poncet, c'est eux qui vont fonder une société coopérative qui va s'appeler Groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice. Là, on est en 1919 à Genève. Le but de cette société coopérative, c'est de proposer aux paroisses un art religieux qui soit à la fois moderne, mais qui soit de belle qualité. On va revaloriser l'artisanat, on va proposer des beaux matériaux, des œuvres qui font corps avec l'architecture. Donc c'est tous des principes qui vont être centraux dans l'histoire du groupe de Saint-Luc. Et puis il y a cette idée aussi d'action collective, qui est évidemment chère au cœur des catholiques, évidemment. Et puis de concurrencer une production d'art religieux commercial, où en fait on reproche aux églises d'être constituées d'objets achetés sur catalogue, sans aucune cohérence, sans aucun rapport avec l'architecture. Donc on veut vraiment se détacher de cette production jugée négativement et aller proposer quelque chose qui soit proprement artistique, en revenant chercher des artistes, de véritables artistes, pour renouveler cet art religieux. Donc ça, c'est le principe pour la création du groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice. Et à ce moment-là, donc comme je vous le dis, société coopérative, donc il y a vraiment un but commercial, hein. Ils proposent des services, ils attendent des commandes, et c'est une petite poignée d'artistes. On va être sur des noms qu'on va retrouver tout au long de cette histoire pour la partie romande, donc comme je vous l'ai dit, Saint-Gria, Marcel Poncet, François Beau, le sculpteur François Beau, dont vous verrez des œuvres dans l'exposition, l'orfèvre Marcel Feuillat. On a des noms un peu moins connus comme Fernand Bovy, Georges de Trat, alias François Fosca, Henri Bischoff, et puis des fribourgeois, Henri Breuillet, Jean-Édouard de Castella, le fameux Fernand Dumas. Vous verrez, c'est l'architecte phare du groupe de Saint-Luc qui va être à l'origine de la plupart des églises construites et rénovées avec les artistes du groupe. Et on a quelques protestants qui viennent se greffer à cette initiative, comme Théophile Robert, qui va se convertir au catholicisme en 1941, ou Marguerite Naville, dont vous verrez aussi énormément d'œuvres, qui, elle, restera par contre fidèle à sa confession protestante. Alors ça c'est pour le groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, et puis, comme je vous le disais, c'est un petit peu une première entreprise d'assez petite ampleur, avec, comme je vous disais, une poignée d'artistes. Et en fait, cette première entreprise va faire faillite en 1924, pour des raisons vraiment purement financières. C'est-à-dire que, finalement, les paroisses ne font pas appel à eux, a priori, en tout cas, on n'en a pas de traces, pour des commandes. Ils vont se manifester à travers quelques expositions, mais c'est tout. Je vous montre juste ici, avant de revenir sur le reste. Donc vous voyez l'inscription au registre du commerce par le groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice. Je vous le disais, hein, il y a quelques expositions. Donc ici on a le petit frontispice d'une exposition au musée d'art et d'histoire de Genève. Et puis je vous parlais donc de cette volonté en fait de venir proposer une alternative à la production commerciale pour la décoration des églises. Et évidemment, cette idée-là se fonde sur l'ouvrage central d'Alexandre Saint-Gria, qui est tiré d'une conférence qu'il a donnée à la Société des ouvrières catholiques de Genève en 17, donc, qui s'appelle La décadence de l'art sacré. Donc c'est un ouvrage théorique majeur qui justement explique qui cherche des causes en fait à cette décadence et qui va venir les attribuer à différentes choses comme la Renaissance, l'académisme, l'industrialisation par exemple. Et puis
j'imagine que vous en avez conscience, mais cette théorie de la décadence de l'art sacré n'est absolument pas quelque chose de nouveau que Sangria a inventé. Hein. C'est un discours récurrent, c'est un grand poncif qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle, qui traverse tout le XIXe siècle. L'art religieux est décadent depuis la Renaissance, avec justement l'arrivée de l'académisme. Raphaël, qui est une figure très ambivalente, le premier Raphaël, qui est sous l'influence positive du Pérugin, est une figure positive, et puis après, au moment où il commence à produire des œuvres détachées des thèmes religieux, ou voilà, assez différente aussi dans le style. Alors là, tout d'un coup, ça devient une figure presque profane, presque dangereuse, sous l'influence plutôt de Michel-Ange. Enfin, il y a tout un discours qui se crée sur cette décadence de l'art religieux, qui traverse vraiment tout le 19e. Vous avez des groupes comme les Nazaréens, hein, au début du 19e siècle, le Lukasbund, d'ailleurs, vous voyez le Lukasbund, la confrérie Saint-Luc. Hein. Le groupe de Saint-Luc va reprendre ce nom de Saint-Luc, je vous expliquerai encore ça après. Le Lukasbund, c'est des artistes allemands qui se montent contre l'académisme de l'époque et qui décident de revenir au primitif italien et qui désirent renouveler l'art religieux. Et en fait, tout au long du 19e, on va avoir des discours qui proviennent de l'Église elle-même, mais aussi d'artistes, hein, comme avec le Lukasbund, qui critiquent l'art religieux qui serait soi-disant décadent. Le groupe de Saint-Luc va évidemment s'inscrire dans ces discours-là, et en fait ce qui est très amusant, c'est que ces discours perdurent, se prolongent après le groupe de Saint-Luc, durant toute la deuxième moitié du XXe siècle, et ces discours vont finir par condamner tout ce qui se faisait dans la première moitié du XXe, y compris le groupe de Saint-Luc, les ateliers d'art sacré. On va venir dire que ça c'est l'art décadent, l'art religieux décadent, et on va essayer de trouver des nouvelles formes. Donc c'est vraiment un mouvement perpétuel qui consiste à décrédibiliser ce qui se passait avant pour proposer quelque chose de nouveau, et de nouveau le groupe de Saint-Luc s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc je reviens, alors là on a parlé du groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice. Donc je vous disais, faillite en 1924, faillite financière. Et puis en fait, quelques mois plus tard, les acteurs romans dont je vous ai cité les noms, Poncet, Sangria, François Abault, Marcel Feuillat, vont être amenés à participer à une exposition d'art catholique qui se passe à Bâle lors du Katholikentag, le jour des catholiques, où il y a une exposition d'art chrétien. Et durant cette exposition d'art chrétien, eh bien, ces artistes romans rencontrent des alémaniques qui ont le même souhait de renouveler l'art religieux, qui adhèrent à ce discours sur la décadence de l'art sacré. Et ils vont se rencontrer, faire une réunion décisive et décider de la fondation d'une nouvelle société qui prend également le nom de Société Saint-Luc. Alors c'est pas vraiment le groupe, c'est la Société Saint-Luc. Donc Saint-Luc. Donc Saint-Luc, c'est le patron des artistes dans la tradition. On attribue à Saint-Luc la réalisation de portraits de la Vierge, par exemple. C'est aussi le saint patron des médecins. Et depuis le Moyen-Âge, de nombreuses confréries, des guildes artistiques vont se placer sous le patronat de Saint-Luc. Et donc, la Société Saint-Luc, le groupe de Saint-Luc, vont également se rattacher sous la protection, enfin s'attacher à la protection de ce Saint-Luc, pour cette raison-là. Donc il décide la fondation d'une nouvelle société qui va être très différente dans sa composition, ses buts, ses statuts du groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice. Donc là, on est sur quelque chose d'une ampleur nationale. Je vous montre un petit slide un peu mieux exemplifier tout ça. Donc là, on va avoir vraiment des artistes romans et alémaniques. Je vous cite quelques noms, ça ne vous parlera peut-être pas. Hans von Maatz, Alois Süss, qui va être le premier président de la Société Saint-Luc, un orfèvre comme Arnold Stockmann, un architecte comme Johannes Scheier, ou un artiste comme Augustin Meinrad Bertiger, mais ils sont vraiment très nombreux. Dans les meilleures années de la société, par exemple en 1932, avant la scission avec les Romans, je vous en parlerai après, on est sur environ 400 membres. Donc c'est vraiment une société d'une grande ampleur.
Donc on a la différence principale avec le groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, c'est qu'on a dans le groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, on n'avait que des artistes et des architectes. Dans la société Saint-Luc, ça fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a des membres qu'on peut qualifier de passifs, qui viennent de tous les horizons. Ça peut être des écrivains, des intellectuels, des professeurs, des entrepreneurs, des ecclésiastiques, des politiciens, qui viennent vraiment des personnalités qui viennent de tous les milieux de la société suisse, catholique. Il faut être catholique pour entrer dans la société Saint-Luc. Donc ça, c'est les membres passifs. Et puis, il y a un groupe d'action, comme il l'appelle, ou un groupe de travail, qui se compose d'artistes. Et ces artistes vont vraiment incarner ce que peut proposer la société sur un plan artistique. Donc ces artistes-là, pour rentrer dans le groupe de travail, doivent non seulement pouvoir prouver le fait d'être un bon catholique, et on voit dans les sources que c'est quelque chose d'assez difficile à mesurer. On a des candidatures d'artistes qui essayent de rentrer dans la société, et on demande à leur curé de leur paroisse de venir prouver, de venir évaluer la qualité de cette religiosité. Donc c'est assez drôle. Et puis d'autre part, ces artistes doivent également pouvoir prouver leur qualité artistique, donc avoir un certain nombre de travaux qui ont déjà été réalisés, des travaux de qualité, donc avoir une sorte de curriculum prouvant leur force artistique. Ça, c'est les deux points. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'une grande ampleur, phénomène national, avec, comme je vous le disais, énormément d'acteurs de toutes parts de la société. Et puis, on est aussi, d'un point de vue des statuts, sur quelque chose d'un peu différent du groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, où ils ne peuvent absolument pas proposer des travaux. Ce n'est plus une entreprise commerciale, donc ce n'est plus une association qui va venir recevoir des commandes, mais c'est une association qui représente en fait les intérêts des artistes et qui va défendre une vision de l'art religieux à travers différents moyens. On va y revenir. Mais vous voyez un petit peu comment ça se compose et à quel point c'est différent du groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice. Et puis, donc, il y a cette société Saint-Luc, qui, comme je vous le disais, démarre en 24, qui confond alémanique et roman. Et puis, en fait, assez rapidement, on se rend compte que pour les romans, ça ne se passe pas si bien que ça, cette collaboration. Alors, sur le papier, disons de manière... les excuses, les raisons non réelles, on va dire, de ce désir de finalement faire bande à part pour les romans, ce serait le problème de la langue. C'est trop compliqué de se comprendre lors des assemblées générales, par exemple. Et puis la distance géographique. Donc très rapidement, les romans vont souhaiter avoir un groupe, une sous-section un peu de la société Saint-Luc qui serait purement romande. Mais dans la réalité, quand on analyse un peu plus ce qui se passe aussi du point de vue esthétique, des affinités esthétiques, on se rend compte qu'il y a tout un problème d'identité esthétique notamment, d'identité culturelle aussi, qui fait que finalement les romans vont désirer faire un groupe à part, parce qu'on est dans un moment, à partir du début des années 1930, on est dans un moment un peu charnière pour l'art religieux moderne. Les artistes ont déjà fait un certain nombre de propositions, et au niveau de l'Église, il va y avoir quand même de fortes résistances. Vous verrez après, je vous ai préparé quelques cas emblématiques qui montrent ces difficultés à faire accepter l'art religieux moderne par notamment l'Église catholique. Et en fait, on va voir qu'il y a plusieurs moments clés où une critique s'organise, notamment de la part du Saint-Siège, pour venir un peu mettre le haut là sur ces tentatives pour renouveler l'art religieux. Il y a notamment un moment décisif, c'est le discours du pape Pie XI à la Pinacothèque Vaticane le 27 octobre 1932, où il va vraiment reprocher aux artistes de caricaturer le sacré et de déformer le visage des saints, de la Vierge du Christ. Enfin, ça devient trop pour le Saint-Siège, et on demande, les évêques sont priés de venir un peu calmer le jeu et demander un peu plus de contrôle sur ces artistes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les romans vont
un peu manipulé ces discours en expliquant que ces attaques s'adressent à la partie germanique du groupe, à cause d'un germanisme, par exemple de l'expressionnisme allemand qui viendrait un peu envahir l'art religieux, et eux vont se cacher derrière une identité latine qui les préserverait de ces égarements, et donc revendiquer un groupe roman de Saint-Luc qui serait proprement latin, et ça va donner lieu justement à la fondation du groupe roman de Saint-Luc. Donc je vous montre, voilà, petite slide là-dessus. Donc le groupe roman de Saint-Luc, sous-section de la Société Saint-Luc, va officiellement être fondé en 1932, et justement ce groupe roman donc, rassemble des artistes et des membres romans, donc qui parlent français, et puis également d'autres régions dites latines de la Suisse, donc la Suisse italienne. Donc, vous savez, en Suisse on a 4 langues, donc il y a le Tessin où on parle italien, la Suisse romande où on parle le français, on a une petite région qui parle le romanche, qui est une sorte de mélange entre italien, allemand et un petit peu de français, et puis on a la plus grande partie qui parle l'allemand. Enfin le suisse-allemand, et différents dialectes de suisse-allemand. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir réunir la Suisse romande qui parle français, le Tessin qui parle italien, et puis la partie la plus latine des Grisons, pour faire un groupe, le groupe roman de Saint-Luc. Donc là, on est vraiment, c'est pratiquement la même chose que la Société Saint-Luc. Ça reste sous l'égide de la Société Saint-Luc, donc il faut aller aux assemblées générales. Il y a vraiment un président du groupe roman, un comité du groupe roman, un groupe de travail du groupe roman, et cette faction-là retrouve la Société Saint-Luc, reste sous sa juridiction, si on peut dire ça comme ça, et doit rester en dialogue avec la Société Saint-Luc. Et puis du coup, évidemment, il y a un groupe roman, donc on crée un groupe alémanique, le groupe Deutsche Schweiz, qui va durer tout le temps que dure le groupe roman de Saint-Luc. Et vous allez voir que ce temps n'est pas si long, puisque, alors, comme je vous disais, fondation en 1932. Et puis, à partir de 1945, donc, il y a le décès d'Alexandre Singria, qui a été longtemps le président de ce groupe roman, qui en est vraiment la figure de proue, hein, qui est le plus dynamique, qui fait aussi le mieux le relais avec la Société Saint-Luc. À partir du moment où il devient un peu trop âgé et qu'il laisse la présidence à André Bordigoni, un architecte genevois, on sent déjà que ça devient un peu plus compliqué au niveau de l'organisation. Tout d'un coup, les alémaniques se demandent où sont passés les romans, mais en fait, on n'a plus de nouvelles d'eux, que font-ils? Et puis, petit à petit, on voit que eh bien, le groupe roman, alors il y a toujours les artistes, évidemment, ils sont toujours là, mais ils travaillent en leur nom propre, ils n'ont plus vraiment de lien direct avec le groupe roman. Et donc, tout d'un coup, au milieu des années 50, le groupe Deutsche Schweiz, donc la Société Saint-Luc et son groupe Deutsche Schweiz, se disent, mais en fait, puisqu'il n'y a plus de groupe roman, redevenons une seule et unique société, Société Saint-Luc. Et puis, cette Société Saint-Luc, comme je vous le disais, elle perdure jusqu'à nos jours. Et actuellement, elle contient quelques romans. À partir de 2010, quelque chose comme ça, il y a eu quelques romans qui sont revenus, donc on retrouve un peu l'ambiance de 1924 au moment de la fondation de la société. Voilà, ça c'est un petit peu pour l'historique. J'espère que c'était clair, parce que c'est quand même compliqué. Parfait. Et puis, donc, comme je vous le disais, nous, dans ma thèse et au Vitre-Centre, nous, on s'est concentré sur la partie romande, parce qu'elle a, comme je vous le disais, de nombreux liens avec Romand, parce qu'elle a été particulièrement mise en avant, elle a été particulièrement visible sur le territoire, en particulier grâce à Fernand Dumas, qui a énormément construit. Donc nous, on est vraiment resté concentré sur cette partie romande, mais en fait, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a toute cette partie alémanique qui n'a pratiquement pas été étudiée. Donc il y a tout un champ de cette production artistique religieuse, notamment pour tout ce qui concerne la deuxième moitié du XXe siècle, qui est encore totalement à explorer, donc c'est fascinant. Et puis on a vraiment des grands noms de l'histoire de l'art qui faisaient partie de cette Société Saint-Luc depuis les débuts et jusqu'à nos jours. Je vous ai mis là quelques exemples phares.
Donc voilà, il y a tout un thème, et puis moi mon nouveau cheval de bataille, ce serait de trouver un ou une étudiante en Suisse qui pourrait traiter de cette partie-là, idéalement dans une thèse, parce que c'est tellement vaste que voilà, ça mériterait vraiment un mémoire, ça me paraît difficile pour un mémoire. Alors il y a eu un mémoire par un membre de la Société Saint-Luc qui s'appelle Fabrizio Brentini, qui en 82 a fait un mémoire, mais voilà, c'est quelque chose qui parlait surtout de la constitution, des statuts, des membres présents. Enfin, c'était déjà extrêmement précieux, ça m'a énormément aidé, mais évidemment, pour tout ce qui est cerner le corpus, il y a encore beaucoup à faire. Et puis, alors je reconnais humblement, et toutes les personnes qui ont travaillé sur le thème jusqu'à présent ont humblement reconnu le fait qu'il est extrêmement difficile de cerner ce corpus. Parce que comme je vous le disais, avec le groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, c'est assez facile parce qu'il y a vraiment une petite poignée d'artistes, mais à partir du moment où c'est la Société Saint-Luc, ça devient très difficile à évaluer. Et puis, aussi un des points marquants, c'est que, comme je vous le disais, la commande, à partir du moment où c'est la Société Saint-Luc, ne fait plus partie des tâches, en fait. On ne peut pas vraiment dire qu'une commande a été attribuée à la société. C'est ce qu'on voit dans les sources. Quand on construit une église, on ne fait pas appel à la Société Saint-Luc, on fait appel à Fernand Dumas, qui va faire appel à Théophile Robert, qui va faire appel à Saint-Bria, à différents artistes qui font partie du groupe et qui n'en font pas partie. Beaucoup de protestants, comme je vous le disais, donc les protestants statutairement ne font pas partie officiellement de la Société Saint-Luc, mais gravitent autour. Donc c'est très flou, et c'est pour ça que Patrick Ruda, lui, a préféré employer le terme de nébuleuse pour parler du groupe de Saint-Luc, il y aurait un peu, vous voyez, des astres principaux, et puis autour de ces astres, tout un ensemble de petites étoiles qui gravitent là autour, et c'est une image qui, je trouve, marche assez bien pour décrire cette réalité. J'aurais dû vous la montrer avant, mais voilà, j'ai oublié. Donc, un réseau social, c'est vraiment ça qui fait la force de la Société Saint-Luc. C'est cette omniprésence de personnalités vraiment clés. C'était absolument impressionnant de voir que, voilà, on a un conseil national, on a le président de la Schweizerischer Katholischer Volksverein, un conseiller national, président du Parti conservateur catholique, on a un conseiller d'État, un conseiller fédéral, Giuseppe Motta, qui est membre d'honneur. Alors évidemment, il n'a certainement pas eu énormément de travail à faire, c'est vraiment plus un titre, un membre honorifique, donc il peut prêter son nom à la société, mais en termes d'action, voilà, c'est plus une image qu'autre chose, mais c'est quand même très intéressant de voir ces noms. Et puis, également, évidemment, de nombreuses figures d'ecclésiastiques qui soutiennent vraiment la société. Et en fait, ces noms, par exemple les curés, c'était très intéressant de voir qu'au moment où on trouve leur nom dans les listes de la Société Saint-Luc, ça correspond à des moments où il y a des commandes dans leur paroisse. Donc, alors après, on ne sait pas exactement quelle est la poule et quelle est l'œuf, si vous voulez. Est-ce que c'est par le fait qu'ils sont déjà membres du groupe qu'ils peuvent intervenir en faveur de certains artistes, ou est-ce que c'est à la suite d'une commande qu'ensuite ils vont être admis dans la société? Ça c'est difficile à définir, mais en tout cas, il y a vraiment une corrélation entre la présence de ces ecclésiastiques et les commandes. Ça c'est sûr. Mais de nouveau, des commandes qu'on ne peut pas véritablement attribuer à la Société Saint-Luc ou au groupe de Saint-Luc. Alors, j'aime vraiment toujours préciser cet aspect parce que c'est souvent quelque chose qui passe un peu à la trappe, malheureusement. C'est la présence des femmes dans ces sociétés artistiques catholiques. Elles étaient extrêmement présentes, omniprésentes, alors peu nombreuses. Donc j'ai noté qu'en 1932, on n'avait par exemple que 5 femmes dans le groupe d'action et 29 membres passifs sur 355, vous voyez. Donc c'est vraiment peu. Mais en fait, c'est des figures quand même très actives et qui ont des rôles importants. Alors, je vous ai évoqué Marguerite Naville, vous la retrouverez, elle est tout à fait bien représentée dans l'exposition que nous verrons tout à l'heure, qui était, comme on l'a dit, protestante, donc pas vraiment officiellement membre, mais qui est extrêmement active malgré tout. Elle travaille beaucoup
avec d'autres artistes comme Marie-Gabrielle Berthier aussi, qui est une personnalité importante pour la partie romande. On a Alice Basset pour les dernières années de l'existence du groupe roman de Saint-Luc. Et puis ces femmes, alors elles explorent différents domaines. Il y a un domaine en particulier qui est majoritairement représenté, sans surprise, c'est les arts textiles. Et en fait, ce qui est très intéressant, alors elles ont subi évidemment une dépréciation par le fait qu'elles faisaient des arts textiles considérés comme un art justement de femmes, donc très dévalorisé. Le fait que ce soit des arts textiles dans le cadre religieux, ça rajoute encore une couche de désintérêt, malheureusement. Alors qu'en fait, elles ont vraiment revitaliser ce domaine des arts textiles dans un cadre religieux. Vous verrez pour Marguerite Naville, on va en reparler après, il y a vraiment des apports extrêmement novateurs dans ce champ-là, qui est absolument fascinant à explorer. Et puis on a des artistes comme suisse-alémanique, comme Martha Flüler-Heffli, qui, elle, est vraiment une figure pionnière pour l'orfèvrerie. C'est très rare d'avoir des femmes orfèvres. C'était la première femme à obtenir un diplôme d'orfèvre à Lucerne, en Suisse. Je n'ai plus la date en tête, mais bref, c'est la première. Et puis aussi des sculptrices, ça aussi c'est plus rare d'avoir des femmes qui s'adonnent à la sculpture, elles sont peu représentées dans ce domaine-là, comme Elisabeth Pathé-Piton. On a aussi Jacqueline Esseva qui a beaucoup travaillé, alors elle a été effacée par son compagnon Willy Jordan. Ça c'est aussi quelque chose qui arrive souvent. On voit avec Marguerite Naville par exemple que des travaux qu'elle a complètement créés elle-même ont souvent été attribués au niveau du dessin à Alexandre Saint-Criat, alors que c'est quand même très probablement elle qui est à l'origine du dessin. Pour Jacqueline Esseva, c'est un peu la même chose. Elle travaillait avec son fiancé Willy Jordan, qui obtenait souvent la décoration principale des églises. Elle était collaboratrice, mais ce qui est fou, c'est que quand on a un collaborateur homme, on va le mettre pratiquement au même niveau que le créateur principal, alors que quand c'est une collaboratrice femme, on estime très rapidement qu'elle n'est vraiment qu'une petite main, et donc dans les sources, elle n'apparaît pratiquement jamais, alors qu'en soi, elle a vraiment conçu la polychromie d'ensemble d'énormément d'édifices, avec Willy Jordan de nouveau, mais sans forcément qu'il y ait une hiérarchie entre eux. Donc je vous disais, c'est une société qui ne prend pas de commandes, mais qui par contre va être omniprésente et extrêmement visible par de nombreux autres moyens. Et un de ces moyens vraiment clés, c'est les expositions nationales et internationales. Donc expositions d'art religieux évidemment, mais pas uniquement, aussi des expositions d'art décoratif. C'est une époque bien heureuse où l'art religieux n'était pas du tout mis dans une petite catégorie à part. L'art religieux faisait partie de l'art de la vie. D'ailleurs, il y a une revue romande qui s'appelle Vie, Art, Cité, et dans cette revue, on parle d'art décoratif, des objets d'art, des tableaux, des peintures de chevalet, des expositions, et d'art religieux. Tout ça sans faire de distinction. Ils sont tous au même niveau. Et en fait, c'est ce qu'on constate, c'est que le groupe de Saint-Luc se représente à la fois dans des expositions d'art religieux et dans des expositions d'art décoratif, où on peut avoir la décoration d'un salon, des décorations pour le théâtre, toutes sortes de décorations, dans la catégorie art appliqué. Et puis, parmi ces concrétisations, on a l'art religieux qui en fait partie. Donc, par exemple, l'exposition internationale des arts décoratifs, et je vous invite, alors c'est petit, mais à bien observer la partie l'antépendium, le devant d'autel qui se trouve en dessous de ce maître-autel, qui est donc l'antépendium de la prière des Hébreux devant l'Arche d'Alliance de Marguerite Naville, que vous pourrez voir de vos propres yeux dans l'exposition. Elle a paru. Non, c'est pas. Non, ça c'est un batik de Fernand Bovy. C'est pas Marguerite Naville. Les chandeliers. Ah, les chandeliers. Oui, ça c'est les chandeliers de. Ah oui, c'est ça. Oui, ouais. je crois. Et la croix. Oui. Ouais, tout à fait. Mais pas le retable derrière. Donc les arts décoratifs de Paris, la deuxième exposition nationale d'art appliqué de Genève, enfin vous voyez différents exemples. Et puis quand même des expositions
extrêmement visibles, importantes, qui ont vraiment marqué l'histoire de l'art, l'histoire culturelle. C'était aussi, alors, à part ces expositions, la Société Saint-Luc et ses acteurs sont aussi des théoriciens très visibles, dont la parole est vraiment importante et elle est diffusée internationalement. La décadence de l'art sacré, on a Paul Claudel qui va en faire la préface dans les années 30 pour la 2e édition. Les réalisations du groupe de Saint-Luc sont représentées dans énormément de publications internationales. Et là, je vous en montre quelques-unes. Dans l'art sacré, on a très souvent des articles sur des réalisations romandes ou alémaniques. On a Die christliche Kunst qui présente aussi, épisodiquement, mais quand même des articles assez pointus sur les œuvres suisses. Arte Christiana, parce qu'évidemment, hein, comme vous le savez, on a ces phénomènes de société artistique catholique destinée à renouveler l'art religieux. C'est vraiment un phénomène qu'on constate à l'échelle européenne. Il y a énormément de groupements qui se créent. Alors en France, il y en a plusieurs, les ateliers d'art sacré, la Rosace, les catholiques des beaux-arts, les artisans liturgiques pour la Belgique, si je ne dis pas de bêtises. On a la Scuola Beato Angelico en Italie. Enfin, c'est vraiment on constate que cette initiative de renouveler l'art religieux et de se mettre en collectif pour le faire, c'est vraiment quelque chose qui transcende les frontières. Et justement, le groupe de Saint-Luc est extrêmement omniprésent là au milieu. Là, je vous parlais des commandes, donc j'y reviens avec quelques images. Donc vous voyez, on est vraiment face à un corpus gigantesque. Durant l'exposition, on avait montré ce collage parce qu'il est représentatif de la variété absolument incroyable de ces œuvres d'art. Hein. Vous voyez sur ce collage, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que c'est quand même petit pour vous, mais il y a l'architecture évidemment, on a des ensembles autour de maîtres-autels, on a de la mosaïque, de la sculpture, de l'orfèvrerie, des gravures. On a du vitrail, enfin c'est vraiment extrêmement varié. Alors, ça s'inscrit évidemment dans des architectures comme ici avec Bussy. On a des œuvres d'art isolées. Hein. Une paroisse peut très bien faire appel à Marcel Feuillat pour un ostensoir, un calice, indépendamment d'un ensemble. Donc vous voyez à quel point c'est quelque chose de très varié. Et puis évidemment, le fait d'avoir alors à la fois ce cercle social puissant, on a Saint-Gréa qui parle véritablement d'une conquête à l'échelle des cantons romans, hein, pour le groupe roman. On veut vraiment, il le dit lui-même, faire tomber les centres de résistance protestants, hein, parce que dans la Suisse romande, il y a plusieurs cantons qui sont plutôt en majorité protestantes, hein, ou alors biconfessionnelles. Enfin, c'est vraiment... Chez Saint-Gréa, on a vraiment ce discours qui tend à venir conquérir, hein. C'est vraiment ça. Ces territoires encore peu convaincus par l'action du groupe de Saint-Luc. Et puis, il y a Fernand Dumas, hein, qui, comme je vous le disais, est très soutenu non seulement par Monseigneur Besson, mais par beaucoup d'autres. Et le problème, c'est que voilà, ça crée une forme presque de monopole où les artistes de cette société vont vraiment obtenir la grande majorité des commandes, et ça crée un véritable problème par rapport aux architectes notamment qui n'en font pas partie. Et on a un malheureux architecte en canton de Fribourg qui s'est vu voler un grand nombre de commandes, qui est Augustin Genoux. Et là, j'ai choisi cette citation qui est très parlante d'Augustin Genoux, qui se plaint à Monseigneur Marius Besson à propos de Fernand Dumas, et qui explique que justement Dumas est soutenu par la franc-maçonnerie de Saint-Luc, donc le mot est fort, qu'il s'est introduit dans tous les presbytères et il fait la pluie et le beau temps, et que donc les membres du groupe de Saint-Luc ont convaincu le public par une publicité habile, ils sont à la mode. Augustin Genoux va également, de manière ironique, proposer à Monseigneur Besson de nommer Dumas architecte diocésain. Donc vous voyez, ça va très loin, tant ce monopole est quand même une réalité. Donc
pour un peu conclure sur ce que c'est ce groupe de Saint-Luc, cette identité au visage multiple, j'avais fait ça pour ma soutenance de thèse. De nouveau, je trouvais ça assez éclairant. Donc vous voyez, on a ce qu'on appelle groupe de Saint-Luc, hein, ce qui est d'ailleurs assez amusant, parce que finalement, ça ne représente finalement aucune réalité concrète, officielle. On a le groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, ça c'est la première entité. Après la société Saint-Luc et ensuite un groupe roman de Saint-Luc. Donc quand on parle de groupe de Saint-Luc, en fait on fait référence un peu à l'ensemble de tout ça, mais plutôt dans son expression romande. Donc c'est pour ça qu'on met des guillemets, enfin que j'ai mis des guillemets sur cette slide. Et puis vous voyez, il y a tous ces éléments, hein, qui entourent cette notion de groupe de Saint-Luc. La corporation, hein, l'idée c'est quand même de réactiver ce modèle idéalisé de la corporation, évidemment avec cette idéalisation médiévale de la corporation derrière. L'action collective, il y a la confrérie, hein, on va vraiment réactualiser ces modèles de confrérie artistique, de guildes artistiques, avec évidemment la notion de religiosité qui est très forte, hein, on demande vraiment aux artistes de pouvoir imprégner leurs œuvres d'un sentiment religieux, d'une émotion religieuse, donc ce qui nécessite une foi profonde. Hein. C'est le critère qui permet aux artistes de travailler dans le domaine de l'art religieux, c'est de pouvoir apporter par un mouvement intérieur qui va de l'intérieur vers l'extérieur, la foi qui les imprègne, d'en imprégner leurs œuvres. Donc là, voilà l'atelier médiéval, il y a un peu la notion d'école qui flotte là autour. Alors c'est pas de manière complètement officielle, parce que le groupe de Saint-Luc n'a pas, enfin la société Saint-Luc, le groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, etc., n'a jamais eu pour vocation d'enseigner, de faire comme les ateliers d'art sacré, des petites formation dans différents domaines artistiques, c'est pas du tout ça. Mais par contre, on voit des personnalités du groupe de Saint-Luc très présentes, par exemple à l'école des Beaux-Arts de Genève, ou Beaux-Arts décoratifs, comme Marcel Feuillat par exemple. Le compagnonnage aussi qui gravite un peu là autour, et puis en bas vous avez donc les trois états, groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, on en a déjà parlé, avec justement ce statut société coopérative association. Et puis, une chose qui m'a aussi beaucoup intéressée dans le cadre de ma thèse, c'est que vous voyez, à travers cette idée qu'on va venir concurrencer la production d'art commercial, de mauvaise qualité, il y a cette idée que l'œuvre doit aussi être unique. Et en fait, c'est très intéressant de voir qu'il y a eu des tentatives de commercialisation au sein de la société Saint-Luc de petits objets de piété, de dévotion, pour un usage familial, notamment des petits bénitiers, des petits crucifix, des petites statuettes qui peuvent se décliner dans plusieurs formats, dans plusieurs matières. Donc c'est quand même très intéressant, parce que là on vient un peu briser cette notion d'unicité de l'œuvre. Quand justement on peut la décliner, on peut l'éditer sous différentes formes. Donc c'était assez intéressant de voir qu'il y avait cet aspect-là qui flottait là autour. Et ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre que pour proposer cet art religieux moderne pour le foyer, ils ont été obligés de fonder une coopérative, donc vraiment une entité à but commercial. Donc c'est une Genossenschaft, une coopérative. Donc maintenant qu'on a un petit peu défriché, voilà, j'allais dire défriché ce champ, que vous avez un petit peu mieux cerné cette histoire et la réalité de ce que c'est le groupe de Saint-Luc, on va un petit peu aller maintenant dans le cœur du sujet. Donc, que faut-il faire pour ces artistes? C'est renouveler l'art religieux. Donc l'idée c'est de venir réconcilier des artistes vivants, des artistes qui ne sont pas éloignés, écartés de la scène artistique profane, hein, qui peuvent faire des expositions avec des nus, qui peuvent faire des gravures, des illustrations dans des revues littéraires, absolument hors du champ de l'art religieux. On va venir chercher ces artistes pour qu'ils amènent justement une vision vivante et moderne au sein de l'Église. Ça va poser évidemment toutes sortes de questions. Donc là j'ai pris 3 exemples. Alors, le premier, parce qu'on voit chez Saint-Gria, c'est un moment compliqué pour la carrière de Saint-Gria, parce qu'il est condamné par le vicaire
de Genève qui lui interdit de représenter des figures humaines dans ses vitraux parce qu'il trouve que Sangria est parfaitement illisible, qu'il procède à des déformations scandaleuses des figures, des saints, de la Vierge, etc. Tout ça le dérange profondément, et donc il demande à Sangria de se contenter d'aspects ornementaux, de jeux, de géométrie, Et puis là, il reçoit la suite de sa commande pour l'église Sainte-Croix de Carouge, et il est très embêté parce que c'est quand même des grands vitraux, et il choisit finalement de représenter des cartes de vue de la Palestine, de Rome, de l'Égypte. Il va aller puiser, il le dit lui-même, dans ses souvenirs d'un peintre ambulant, dans le cubisme. Donc là, vous voyez, il y a vraiment des jeux sur les plans qui se mélangent, sur la géométrisation des formes. Alors il y a quand même des petites figures humaines, hein, ces petits anges-là, mais ça reste très anecdotique, hein, c'est pas du tout des scènes religieuses où on a un saint au premier plan ou une sainte au premier plan. Et puis on a même des jeux sur les graphies, hein, vous voyez peut-être le mont Golgotha au centre, qui rappelle les travaux de Braque et Picasso par exemple. Donc on va venir chercher le cubisme pour l'intégrer un peu dans la production. Là j'ai aussi montré cette image de Notre-Dame du Bon Conseil de Lourtier dans le Valais, qui est une église qui a défrayé la chronique au moment de sa construction en 1932. Alors on va venir convoquer tous les parallèles avec le silo, la cage à mouches, enfin je ne sais plus exactement les termes qui ont été employés, mais parce que voilà, c'est une architecture rationaliste, fonctionnelle, qui se débarrasse de tout ornement, avec un toit plat, enfin vous voyez un peu tous les problèmes que ça peut créer. Et puis Marcel Feuillat, alors là il n'y a pas eu forcément de polémique là autour, mais en fait c'est très intéressant de voir qu'il s'intéresse beaucoup à l'art dit primitif africain, et qu'il va venir puiser dans ses sources pour la représentation de certains visages à la fin de sa carrière. Ici vous voyez ce tabernacle, cet ange, enfin ce séraphin sur le tabernacle de l'église catholique de Troinay, et vous verrez dans les œuvres qui ont été prêtées par la paroisse du Petit Lancy, des choses très similaires. Donc évidemment, le fait de venir s'adresser à ces artistes vivants, c'est un peu un pari qui est fait par l'Église catholique. On fait confiance à ces artistes, et parfois cette confiance peut créer des gros problèmes, des grandes difficultés. Et là, j'ai pris deux exemples particuliers qui touchent au domaine du vitrail, qui sont particulièrement fascinants. Donc ça, c'est Marcel Poncet. Vous verrez quelques-unes de ses œuvres aussi dans l'exposition. C'est un artiste qui a de multiples facettes dans son style, qui a commencé avec l'église Saint-Paul de Colonie, avec un style très proche de Maurice Denis, avec des teintes pastel, des courbes très adoucies, des arrondis, et puis qui va radicalement changer de style dès le milieu des années 20. Donc, à droite, je commence par la figure de droite, c'est le vitrail des 4 évangélistes qui a été posé à la cathédrale de Lausanne en 1922. Là, il démarre vraiment sa carrière dans l'art verrier. Et de toute bonne foi, il va vraiment faire ce vitrail qui a vraiment défrayé la chronique. Les gens se sont entre-déchirés dans la presse lausannoise et romande à propos de ce vitrail. Parce qu'on est dans la cathédrale de Lausanne, donc c'était une église catholique qui est passée à la Réforme, hein, qui est devenue un temple, hein, si on veut, et qui est un monument historique. Donc on touche vraiment à l'image de cette cathédrale en proposant à un jeune artiste catholique, membre fondateur du groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, de venir faire un vitrail, donc c'est vraiment à Paris. Et puis en fait, au départ, il a vraiment cette idée de faire des saints, dont un saint par lancette, de manière très, très classique, très traditionnelle. Et puis petit à petit, dans ses projets, on voit qu'il brise ses codes et qu'il va, par exemple, mettre la figure du Saint Jean couché entre 2 lancettes, agrandir les figures. Vous voyez, c'est vraiment une grande fenêtre. Donc on a la figure de Saint Luc, par exemple, qui est vraiment grande par rapport à la taille de la lancette. Et puis surtout des coloris qui ne sont absolument pas admis dans un contexte protestant, avec énormément de jaune, de rose, des contrastes de couleurs aussi entre les fonds qui sont très foncés, et puis les teintes
vraiment vive. Donc ce vitrail, c'est une catastrophe. Et vous voyez aussi, enfin c'est une catastrophe. Il est considéré comme une catastrophe. Pour moi, c'est un coup d'éclat absolument incroyable. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que là, Poncet va venir chercher des petits éléments cubistes dans sa composition pour géométriser les formes, ce qui est tout à fait compatible avec l'art du vitrail, qui consiste à couper des pièces de verre de manière un peu géométrique, si on veut bien résumer des choses comme ça. Donc voilà, un grand scandale. Et en fait, ce qui est fou, c'est que Poncet, à ce moment-là, fait des expositions profanes, où il s'adonne à toutes sortes d'essais, et ça passe tout à fait bien, parce qu'on n'est pas dans un contexte religieux, et au moment où il essaye quelques petites audaces cubistes dans un vitrail religieux, justement dans un monument historique protestant, ça ne passe absolument pas. Et puis là, un autre exemple très parlant et vraiment très étrange dans cette carrière, c'est cette commande des vitraux de Gstad, où on voit à gauche, donc au départ, il commence avec des projets très colorés, un peu classiques, un peu traditionnels, qui rappellent un peu le vitrail médiéval avec ses compositions losanges. Bon, il va proposer ses cartons à la paroisse, qui est très contente, et puis tout d'un coup, il décide de changer complètement d'idée et d'aller sur des choses à la sépia, parce qu'à ce moment-là, il travaille beaucoup avec la sépia dans ses œuvres profanes, pratiquement du noir et blanc, donc c'est très étrange pour le vitrail. Le vitrail, c'est vraiment un art plutôt coloré. Et puis voilà, un exemple de vitrail qu'il réalise avec une Sainte Cécile qui a un côté presque cadavérique, avec un pathos très exacerbé, énormément de noir, de blanc, des contrastes. C'était vraiment terrible. Au moment de la réception, le curé de la paroisse de Gstad a été jusqu'à menacer d'envoyer des cailloux à certains endroits pour faire venir un peu de lumière dans l'église. Donc Poncet a été contraint de venir rajouter quelques pièces un peu plus lumineuses et sans grisaille. Donc c'est la peinture qu'on utilise pour peindre sur les verres, pour venir un peu adoucir ce problème. On a d'autres polémiques comme Gino Severini. Là aussi, pour parler d'artistes vivants, Gino Severini, c'est l'exemple parfait. C'est un artiste toscan qui part à Paris très jeune, qui apprend la peinture en autodidacte, qui rencontre les futuristes, qui va signer un des manifestes futuristes, qui se lance dans le cubisme et un mélange de futurisme à Paris, donc vous voyez, qui est complètement plongé dans les avant-gardes, et puis qui rencontre au début des années 20 Jacques Maritain, le philosophe, qui va, par ses contacts avec la Suisse, le recommander pour venir participer au concours de la décoration de la première grande église de Fernand Dumas, qui est l'église de Sansal. Il va remporter ce concours, et il vient, et une de ses premières œuvres dans l'église, c'est cette fameuse Trinité du cœur, Trinité triandrique, donc la Trinité représentée par 3 personnages identiques, qui sont reconnaissables par leurs attributs. Et cette trinité a vraiment failli être détruite, supprimée, parce qu'en 1928, le Saint-Siège publie un décret qui interdit de représenter le Saint-Esprit sous forme humaine et s'attaque directement à l'œuvre. Et en fait, on comprend à travers les échanges entre Jacques Maritain et Charles Journet que le problème n'est pas véritablement cette représentation du Saint-Esprit sous forme humaine, mais bien la modernité de l'œuvre, qui de nouveau puise dans tout ce qui a intéressé Severini avant son arrivée en Suisse. Il y a un peu le futurisme, et le pointillisme, le divisionnisme, le cubisme qui se mêlent dans ses œuvres. C'est encore plus fort à l'église Saint-Pierre de Fribourg dans le retable en mosaïque du chœur, qui est bien plus tardif. Et puis finalement, l'œuvre pourra être sauvée grâce à l'intervention notamment de Charles Journet. Et l'argument principal, c'est que cette œuvre a coûté très cher, parce que Severini est un artiste qui travaille lentement, qui a travaillé de nombreux mois pour mettre au point cette œuvre, donc ça a évidemment coûté extrêmement cher à la paroisse. Donc l'argument financier a pu prévaloir dans ce cas-là et sauver l'œuvre. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de Marguerite Naville, qui va vraiment amener des nouveautés, des innovations très intéressantes dans le domaine de la broderie religieuse. Et en fait, là, on a tout un phénomène de reprise d'un nouveau type de création qu'on appelle le tableau laine. Et en fait, ce type d'œuvre d'art se déploie dans
autour de plusieurs femmes artistes, comme Sonia Delaunay ou Alice Bailly. Alice Bailly, c'est une des premières femmes qui amène le cubisme en Suisse romande, à une période où la Suisse romande n'est pas prête du tout à admettre le cubisme. Donc elle est obligée de revenir en Suisse, à Genève, à cause de la Première Guerre mondiale. Et puis, voilà, elle expérimente plein de choses. Et comme, évidemment, elle est, comme la plupart des femmes à ce moment-là, formée aux arts textiles, eh bien, elle va commencer à peindre, comme elle le dit, peindre avec la laine, au lieu de faire de petits points précis, comme on enseigne la plupart du temps. Eh bien, elle va faire des grands jetés avec ses aiguilles pour créer quelque chose, voilà, qui donne le rendu d'une peinture avec la laine. Et Marguerite Naville, qui est très proche d'Alice Bailly, sa fille connaît bien, enfin, la famille est très proche, les deux familles sont très proches. Et donc Marguerite Naville, en fait, alors on n'a pas de source précise qui nous indique qu'elle se serait inspirée d'Alice Bailly, voilà, c'est toujours assez flou, mais on voit que Marguerite Naville va très rapidement, dès les années 20, proposer des œuvres qui reproduisent, qui reprennent la technique du tableau laine, mais appliquée à un contexte religieux, dans des retables notamment, comme vous verrez avec celui des Charlences. Et puis un point fondamental pour le groupe de Saint-Luc, c'est l'inscription des œuvres dans l'architecture, ça on l'a dit, hein. Donc on veut vraiment éviter cette surenchère d'objets qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, qui n'ont pas de cohérence de couleurs ni de matériaux. Donc on va aller chercher des choses qui vont rentrer en dialogue, avec toujours un architecte qui va être un peu à la manœuvre, qui va dessiner le tout, et qui va donner ses directives à différents artistes qui vont collaborer et qui sont spécialistes de leur propre technique et qui vont travailler donc, sous l'égide de l'architecte. Donc là, par exemple, à Écharlens, dont vous verrez le retable, eh bien, il y a vraiment un jeu de coloris. Marguerite Naville a un style très proche d'Alexandre Saint-Gria. Saint-Gria est le décorateur principal pour Écharlens. Donc Saint-Gria imagine, par exemple, la polychromie de ce plafond à caisson. C'est lui qui réalise les vitraux. Et vous voyez à quel point les coloris de la broderie du retable et ceux des vitraux se répondent. On voit juste en dessous aussi de l'autel les mosaïques qui sont également de la main de Saint-Gria, avec encore une fois ce style extrêmement vivant et fougueux qui est aussi celui de Marguerite Naville, donc ça marche très très bien. Les fameux chandeliers aussi de Feuillat qui reprennent ces teintes. Un autre exemple marquant, c'est celui de Saint-Martin de Lutry, où justement vous voyez que là, l'architecte, toujours Dumas, va choisir cette fois un motif qui va être répété partout dans l'église et qui lui apporte cette cohérence. Donc là, c'est le motif de l'arc brisé ou en tiers-point. Alors ça dépend, à certains endroits c'est un tiers-point, des fois c'est pas tout à fait un tiers-point. Mais vous voyez, donc on a ce motif, ouais, c'est une mauvaise idée, je vais le montrer avec la souris. Voilà, vous voyez l'arc triomphal avec ce motif-là. On le retrouve autour du retable, on le retrouve sur les motifs du plafond, ce plafond à caissons transversaux qui est aussi peint par Saint-Gria. Bien évidemment sur les formes des baies aussi. Et puis dans les vitraux eux-mêmes, avec ce motif très art déco, d'entrecroisement de lignes. À Orsenonce, là on retrouve, avec Fernand Dumas toujours pour l'architecture, Willy Jordan qui va choisir cette polychromie qui est extrêmement cohérente encore une fois, c'est lui qui réalise le retable en mosaïque. Vous voyez, il y a cette prédominance d'un rouge un peu profond avec du vert, du beige, et ça se retrouve partout, donc c'est vraiment une des églises, à mon sens, les plus cohérentes. Et puis ce qui est fantastique, c'est que ces teintes d'origine ont pu être remises dans leur état d'origine, encore une fois, par le service des biens culturels. Et ça, c'est vraiment une chance, c'est que là, en ce moment, en Suisse, on a plusieurs églises qui avaient été peintes en blanc dans les années 70, 80, notamment après Vatican II, on a vraiment cette idée que les églises on doit revenir à une forme de pureté originelle de l'église, donc on va souvent tout repeindre en blanc. Et puis ce qui est fantastique, c'est que là le service des biens culturels a fait des sondages de plusieurs édifices pour retrouver les teintes de l'époque et rétablir ces teintes. Et ça change complètement la vision. L'église de Sivirier, par exemple, quand elle était
dans ces tons de blanc-gris. C'était vraiment une immense masse indéterminée, très froide, très impersonnelle. Et puis là, en rétablissant cette polychromie, on retrouve cette cohérence des espaces qui est très bien maîtrisée par Dumas, où on comprend l'ascension de la nef, le transept, le chœur, avec vraiment des jeux de luminosité très bien pensés. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir retrouver ces ensembles de leur état. Et à Mézières, alors là on a un peu notre highlight des arts du verre avec le retable qui est une immense peinture sous verre d'Emilio Maria Beretta, gendre d'Alexandre Singria, un autre grand artiste du groupe. La technique de la peinture sous verre, si j'ai le temps j'y reviendrai, donc je vois que ça file tellement. Donc là vraiment tout un ensemble avec aussi des verres gravés, des lampes en verre, une chaire en verre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment aussi le maître-autel et les éléments qui bordent ce maître-autel, la partie qui surmonte le tabernacle est aussi en verre. Donc c'est vraiment tout un travail voilà, très bien pensé autour de ce matériau-là. Je vois qu'il est déjà 11h et je suis censée attaquer la seconde partie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que je ne veux pas non plus vous fatiguer trop. On avait dit jusqu'à 11h15. Bien. Okay. On va allonger encore un petit peu, il y aura un peu moins de temps pour les questions. Ouais. Est-ce que vous avez encore de l'énergie pour cette seconde partie ou c'est trop pour vous? J'essaie d'aller un peu plus vite. Donc là, on va plonger dans... Vous aimeriez faire une petite pause avant cette deuxième partie ou ça va? Il faut qu'à 11h20, en fait, on puisse passer à la messe. C'est ça. À quelle heure? 11h20, 11h25, disons. Allez. Il y aura peut-être quelques questions, donc si vous pouvez, 10-12 minutes, je vais rapidement. Donc, on va passer sur le... Je vais aller tout de suite... Donc, les arts du verre. C'est un aspect très bien représenté par les membres du groupe de Saint-Luc. Comme je vous le disais, dès le groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, il y a cette volonté de revenir à l'artisanat, pour les artistes de venir maîtriser des techniques qui avaient été perdues, par exemple la peinture murale à fresque, qui va être reprise par Severini. Et puis dans le domaine des arts verriers, eh bien, le vitrail, c'est un art qui jusque-là était vraiment l'apanage des ateliers. On a des maîtres verriers dans les ateliers, et puis les artistes... alors il y a évidemment des exceptions, mais la plupart du temps, ça fonctionne avec un atelier qui va exécuter les vitraux, qui maîtrise les parties techniques, et des artistes qui ne sont pas du tout liés à ces ateliers, qui vont simplement faire les cartons, les projets, les travaux préparatoires, qui vont permettre aux ateliers de réaliser les vitraux. Donc il y a vraiment une espèce de séparation. Si encore une fois je résume de manière un peu grossie, hein. Si je grossis un peu le trait, c'est ça. Et puis chez les artistes du groupe de Saint-Luc, comme on veut retrouver ce savoir-faire, ces savoir-faire artisanaux, eh bien les artistes vont aller, vont rentrer vraiment dans l'univers des ateliers pour retrouver ces savoir-faire. Et c'est le cas notamment de Marcel Poncet, qui lui va avoir à la fois cette casquette de peintre verrier, donc c'est comme ça que je sais qu'en France vous dites vitrailliste, alors nous en Suisse on dit peintre verrier. Le peintre verrier c'est celui qui élabore un projet pour des vitraux. Et puis les maîtres verriers, ce sont les personnes qui réalisent les vitraux au sein des ateliers. Donc Poncet, il a les deux casquettes, il est à la fois maître verrier, il peut faire un montage, couper des verres, cuire ses verres, peindre sur le verre évidemment, et en même temps faire les projets et tout ça. Donc lui, il a les deux casquettes. On a un autre exemple, c'est Eugène Dunant, hein, qui gravite aussi autour du groupe, qui est un protestant, qui est également peintre verrier et maître verrier, et qui va, dans son atelier, réaliser les vitraux d'autres artistes, comme Saint-Gria, par exemple. Et on voit que même pour les artistes qui n'ont pas ces doubles casquettes, qui n'ont pas cette double formation, eh bien, malgré tout, on veut briser cette frontière entre atelier et artiste, et c'est notamment le cas de Saint-Gria, qui évidemment, avec sa manière d'aborder les arts décoratifs, n'a pas pu faire autrement que d'aller vraiment au contact de ses savoir-faire au sein des ateliers, et il va travailler notamment au début de sa carrière avec Poncet, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils se rencontrent, et on voit par exemple ici à Notre-Dame à Saint-Paul de Colonie, cette signature, hein, dans le vitrail de Saint-François, enfin du curé d'Ars, excusez-moi. Donc on va à Saint-Gria, Pinsit, avec la date 1916, in officina Marcelli Poncet, en latin. Donc
Saint-Gria affirme qu'il a peint lui-même ses vitraux dans l'atelier de Marcel Poncet. C'est clairement affirmé. Donc, au début de sa carrière, Saint-Gria travaille avec Poncet, travaille avec Dunant, donc là il n'y a pas de souci, il peut vraiment aller dans l'atelier, peindre ses verres lui-même, mais il a parfois quelques surprises quand il est amené, pour des raisons de choix des paroisses, on lui a imposé un atelier, il a parfois des mauvaises surprises quand il tombe sur des ateliers qui sont encore dans ce modèle ancien de séparation des tâches entre l'artiste et l'atelier. Et c'est notamment le cas à Écharlens, où il travaille, on lui impose l'atelier Kircher-Fleckner, qui est un atelier fribourgeois. Et en fait, on lit dans les souvenirs d'un peintre ambulant que Saint-Gréa arrive dans le chantier d'Écharlens, dont il a la charge de la décoration principale, des vitraux parmi cette décoration. Il arrive sur le chantier et en fait, les vitraux ont été posés et peints sans qu'il en soit averti, et peints par des employés de l'atelier, mais pas par lui. Donc il en est extrêmement fâché. Il désavoue, il refuse l'attribution de ces vitraux à sa main, et puis il va demander à les repeindre. Et en fait, c'est très intéressant d'analyser cette source, parce qu'on comprend à quel point c'était inadmissible pour lui qu'un autre puisse peindre. Il y a vraiment ce geste, vous voyez, ce geste créateur. Alors on n'est évidemment pas sur un tableau de chevalet, on est sur du vitrail, mais finalement, on revendique ce geste créateur, cette touche qui est inimitable, qui est propre à chaque artiste, et qu'on retrouve dans le vitrail à travers la peinture. Et finalement, Saint-Gréa va trouver une collaboration idéale à partir de 1925 avec l'atelier Chiara de Lausanne, qui est un atelier qui va vraiment ouvrir ses portes aux artistes qui vont venir. On a des témoignages, des archives, on sait vraiment que les artistes venaient sur place, qu'on allait regarder les feuilles de verre dans la lumière ensemble, faire le choix des teintes, il y avait des nuanciers, les artistes pouvaient voir ces teintes de couleurs, les choisir vraiment avec le maître verrier, et puis évidemment, une fois que le montage provisoire est fait, peindre eux-mêmes. Un autre exemple, c'est Castella, à l'église Saint-Pierre de Fribourg, qui explique une collaboration excellente avec l'atelier Kirsch, l'atelier Kirsch Frères, qui est un peu la suite de l'atelier Kircher-Fleckner. Et là, justement, on a cette citation, je ne lis pas en entier, mais vous voyez la fin, je dirais même, donc ça c'est Castella qui parle au président du conseil de paroisse de l'église Saint-Pierre de Fribourg, je dirais même qu'il est difficile de dire exactement à qui des deux, donc entre l'atelier et l'artiste, est imputable le principal mérite, car ils ne forment qu'un. Donc le processus de création d'un vitrail, c'est quelque chose qui nous intéresse évidemment énormément au Vitre-Centre, où on a la chance d'avoir beaucoup de travaux préparatoires. Alors ça peut être des esquisses, des maquettes, des cartons. Le carton, c'est la version au format 1:1, donc à l'échelle, qui permet l'exécution du vitrail. Sur la base du carton, le maître verrier va venir poser un calque, établir sur ce calque les calibres pour la découpe des verres, ensuite couper les verres, faire le montage provisoire comme je le disais, et après l'artiste va venir peindre. Et par exemple, Théophile Robert, c'est un artiste qui a peu pratiqué l'art du vitrail et qui a vraiment cette sensibilité d'artiste dans sa manière d'aborder le vitrail, pas du tout une sensibilité d'artiste aguerri à ce domaine, à cette technique. Parce que vous voyez par exemple là, dans ce magnifique carton de Lange, pour l'église de Gorgé à Saint-Aubin, dans le canton de Châtel, il va faire toute la bordure. Alors que ce n'est absolument pas nécessaire. En général, un peintre verrier, quand il fait un vitrail où il y a une bordure comme celle-là qui va être répétée d'un côté, l'autre symétrique, eh bien, il ne va dessiner que l'essentiel, que une moitié. Et après, l'atelier sur cette base va faire l'autre moitié. C'est vraiment des habitudes, des pratiques pour gagner du temps, pour gagner de l'argent. Et pour Théophile Robert, cela n'entre pas en ligne de compte. Il a cette vision artistique qui prime sur cette vision plus économique. Voilà un exemple qui contrebalance ce que je disais. Donc là vous voyez la rose qui est malheureusement un peu cachée actuellement par l'orgue, le nouvel orgue de 85 dans l'église Saint-Pierre de Fribourg. Donc c'est un très beau vitrail d'Henri Broyet, artiste fribourgeois. Et là vous voyez qu'Henri Broyet lui est très aguerri à l'art du vitrail. Et donc pour cette rose, vous voyez, ça c'est le carton. Donc en fait il a dessiné qu'une fois les parties principales qui ensuite vont être dupliquées le nombre de fois nécessaire par l'atelier pour obtenir la rose complète.
Et Poncet, je vous en reparlerai directement dans l'exposition de manière plus détaillée, mais lui, comme il a les 2 casquettes, il maîtrise tout l'ensemble du processus de travail, eh bien, il n'est absolument pas contraint par ces normes, esquisses, maquettes, cartons, et lui, en fait, il va complètement brouiller les codes. On va avoir des cartons en noir et blanc qui sont beaucoup plus proches de l'état final que cette... alors nous on l'appelle quand même carton, mais en soi c'est pas vraiment un carton, c'est plutôt une esquisse, mais qui est grandeur nature, mais qui est plutôt une esquisse et qui est en couleur, alors que les véritables cartons qui ont probablement servi à l'exécution, dont on trouve un exemple à gauche, eux sont en noir et blanc, et oui, en noir et blanc, donc c'est vraiment assez surprenant. Et puis alors, évidemment, tout l'enjeu c'est de renouveler l'expression du vitrail, donc on va reprendre certaines formules traditionnelles comme saint en pied sur des socles avec un dais ou pas de dais, mais on va imprimer à ces représentations un style contemporain, un peu cubiste, fauviste, enfin voilà, on doit leur ramener une vivacité. C'est notamment le cas de Castella qui va absolument se départir de toute tentative de représenter de manière réaliste les carnations, par exemple. Vous voyez à Saint-Pierre-Fribourg, ce qui compte, c'est l'ensemble coloré, c'est cet équilibre coloré entre ces grandes verrières. C'est tout un cycle de 16 verrières très grandes, avec des scènes très difficiles à lire. Donc, il va vraiment choisir de mettre en avant cet équilibre coloré, avec justement des visages qui peuvent être violets, des visages bleus, verts, des mains, enfin voilà, vous voyez, c'est ça qui compte pour lui. Ou Saint-Gria qui va venir chercher dans le cubisme des solutions pour renforcer l'expressivité des vitraux. Donc ici à Attalens, dans cette magnifique verrière, il organise la composition autour de losanges qui viennent structurer l'ensemble et qui donnent, vous voyez, avec une armature métallique qui est beaucoup plus présente, qu'on voit vraiment, qui est visible et qui apporte du dynamisme à la composition. Ou alors, en amenant des éléments contemporains. Ici, dans ce vitrail de Saint-Nicolas de Flux qui se trouve à Lausanne, il va mettre autour... Donc, c'est un épisode... donc, c'est une iconographie suisse, parce que Saint-Nicolas de Flux, c'est notre saint patron de la Suisse, qui incarne la paix, et qui a notamment, lors de la diète de Stans, pu rétablir la paix entre les différents cantons suisses. Donc là, vous voyez, autour de cet épisode de la diète de Stans, eh bien, il va mettre des soldats de la Deuxième Guerre mondiale, le vitrail date de 1941, qui prient pour la paix. Monnier fait pareil à Villers-le-Terroir, en représentant une femme habillée vraiment à la mode des années 40 dans son vitrail. Ou alors, toujours à Villers-le-Terroir, en représentant la statue de la Vierge de Notre-Dame de Lausanne, devant la ville, avec, vous voyez, la tour Bel-Air, qui est une tour qui a été construite en 1933 et qui incarne la modernité de la ville de Lausanne, et la cathédrale à droite. On peut aussi jouer sur les graphies en mettant au premier plan, dans les vitraux, les textes. Comme par exemple ici, on est au foyer franciscain de Saint-Maurice, enfin l'ancien Scholastica et actuelle hôtellerie franciscaine, les noms changent assez souvent. Donc ici c'est le fameux cantique des créatures de Saint-François d'Assise, et vous voyez c'est ça le thème en fait. Au lieu d'avoir représenté, là c'est pour la sœur Lune, notre sœur Lune, alors il met la Lune, mais la Lune n'est pas l'élément central, c'est le texte. Idem à Sorens, où là, vous voyez, dans ces verrières très art déco, il va vraiment décliner le texte. Mais c'est incroyable, je comprends pas ce qui se passe. Le texte est vraiment le point de mire du vitrail. Alors ici, on a le monogramme du Christ, l'alpha et l'oméga, le IHS, et puis, oui, c'est tout. Et puis, exactement, que ton règne vienne. Et à Bussy, là aussi c'est incroyable, ça c'est Villy-Jordan. Donc il représente les 4 évangélistes avec autour Christus Vincit, Christus Regnat et Christus Imperat. Ouais, le Christ règne et gouverne. Avec les évangélistes qui finalement font partie intégrante de ces représentations, mais ce ne sont vraiment pas les éléments principaux.
Une autre manière de renouveler, c'est d'aller chercher une iconographie nouvelle, comme celle du Christ roi. La fête du Christ roi est instituée par Pie XI en 1925. Et en fait, c'est une iconographie qui va être très importante au sein du groupe de Saint-Luc, parce qu'elle incarne ce côté conquérant aussi, ce côté... c'est un roi, mais c'est aussi un soldat, vous voyez. C'est pas du tout un Christ faible, le Christ des Nazaréens, parce que évidemment le groupe de Saint-Luc va venir condamner tout ce qu'a fait le Lucas Bund, les représentations adoucies, doucereuses du Christ. Donc on veut un Christ fort et impérieux. Et c'est vraiment ce que Sangria fait, et il y a aussi tout ce lien avec le théâtre. Sangria produit également beaucoup de décors de théâtre, de costumes de théâtre. Et là, vous voyez, on a vraiment cette sensation d'être dans un décor de théâtre avec le Christ derrière devant ce rideau rouge flamboyant, avec une armure étincelante, cette couronne qui est presque comique, hein, qui fait très ornement de théâtre, encore une fois. Et puis, alors, c'est aussi des réappropriations dans le domaine technique. Alors, je vais vous citer les techniques, on va vraiment gentiment s'arrêter là. Mais du coup, il y a la peinture sous verre, qui est une technique très ancienne, déjà connue dans l'Antiquité, qui revient avec la Renaissance, qui devient très populaire au XVIIIe et XIXe siècle. Donc, des artistes comme Paul Mounier ou Beretta vont vraiment se la réapproprier. C'est une technique très difficile qui consiste à peindre à l'envers. Donc on a une surface en verre et puis on peint. Alors d'abord, par exemple, si on a un visage, on va d'abord peindre la pupille, ensuite le fond de l'œil, tous les éléments, les détails du visage, puis la peau, puis ensuite les couches de fond. Vous voyez, les couches vont vraiment à l'envers du bon sens. Donc ça demande d'extrêmement bien maîtriser son sujet et on ne peut absolument pas faire de retouches en cas d'erreur. Donc c'est très délicat. Il y a aussi tout un retour à des techniques, enfin des types de verres en fait, qu'on appelle les verres industriels, qui sont des verres souvent imprimés, c'est une production qui date du milieu du 19e siècle, développée en Angleterre, où on fait passer des verres dans des rouleaux lamineurs avec des reliefs sur ces rouleaux qui vont venir imprimer le verre. Et puis c'est très utilisé justement dans la construction des locatifs, des salles de bain, etc. Et en fait, certains artistes, Sangria par exemple, désavoue complètement l'usage de ces verres industriels. Pour lui, c'est le verre à l'antique, le verre fait à la main, soufflé à la bouche, selon les techniques médiévales. Pour Sangria, c'est complètement égal. À partir du moment où ça sert sa créativité, c'est parfait. Et là, vous avez un vitrail qui est pratiquement entièrement constitué de ces verres à texture, avec des croisillons, avec des reliefs, voilà. D'autres exemples ici où peut-être vous voyez mieux parce que c'est plus coloré. Les verres là qui composent, donc ça c'est Saint-Martin de Lutry. Ces verres là, ouais, c'est ce qu'on appelle des verres cathédrales. Donc ils ont comme un petit motif imprimé. Là on a plutôt des verres dits américains, les fameux verres Tiffany. Ici, ça c'est un verre qu'on dit chenillé parce que c'est comme s'il y avait un motif de chenille qui était imprimé. C'est très épais. Il y a la dalle de verre aussi qui est une nouveauté, c'est un verre qui est beaucoup plus épais que le verre à vitrail, qui va être inséré dans un réseau de béton, de béton armé, avec des armatures de fer à l'intérieur, qui commence qui va être très apprécié en fait dans la construction en béton, parce que justement l'intérêt c'est de faire corps avec l'architecture, donc on a véritablement des parois de béton avec du verre qui s'intègrent dans l'architecture en béton, donc évidemment pour les artistes c'est parfait. Et puis en fait Sangria va être un des premiers à amener cette technique qui est développée en France par Jean Gaudin, brevetée par Albert Labouret en 1933, et en fait Sangria dès 1935 va l'employer à Sorens, vous voyez à gauche, de manière un peu anecdotique, hein, avec ces petites verrières géométriques sans figuration, et puis très rapidement, Sangria évidemment va très vite comprendre tout l'intérêt de cette technique, la déployer dans des réalisations de plus grande ampleur au niveau iconographique. Et évidemment, ça rappelle beaucoup la mosaïque. En fait, c'est une technique qui a été développée par Jean Gaudin, comme je disais, qui lui était mosaïste et maître verrier, donc il avait ces deux casquettes-là. Et puis au départ, on appelle ça la mosaïque translucide ou la mosaïque lumineuse. Je vais m'arrêter. Oui. Voilà. Donc des réalisations magnifiques comme au Fayet, on verra un carton après l'expo. Le vitrail sans plomb, je passe dessus, voilà, vous me posez des questions si vous voulez sur le vitrail sans plomb. Et puis, voilà, je terminais avec cette inscription du verre dans l'architecture, comme ici à Fontenay, où les vitraux vont vraiment venir rappeler
les tessons de céramique qui sont utilisés pour la décoration, ou des insertions pour des retables. Et retenez bien l'image de droite, parce qu'on va voir un vitrail qui est la copie, une deuxième version de ce vitrail qui se trouve à Villars-le-Terroir, pour faire un retable. Donc ça, c'est très intéressant, le fait d'utiliser le vitrail comme élément, comme tableau de retable, avec la lumière, plutôt que le fond d'un tableau de chevalet. Et puis on l'a vu, hein, la fameuse peinture sous verre. Voilà. Désolée d'avoir énormément débordé.